Bonjour à tous. Bien, alors aujourd'hui, on va continuer le programme de la dernière fois. L'objectif était de lire une grille de Sudoku et d'afficher en temps réel le résultat sur cette feuille. Alors, on avait réussi à repérer la grille, à corriger les perspectives avec quelques petits problèmes à régler, notamment l'ordre des points qui nous sont envoyés par la fonction qui permet d'entourer une forme par des polygones, et on en était arrivé à peu près à ça. Python perspective, et voilà ce que l'on obtenait. Donc ici j'ai ma fenêtre et j'affiche, hop, voilà, donc on a bien la grille qui est détectée et on voit ici la correction des perspectives qui est faite. C'est plutôt rapide, donc c'est pas mal du tout. Donc maintenant je vais pouvoir donner chacune de ces cases à une petite intelligence artificielle pour qu'il reconnaisse les chiffres. Pour ça, je vais utiliser un réseau de neurones convolutifs. Donc, je ne vais pas expliquer ce que sont ces réseaux de neurones convolutifs parce que j'ai consacré pas mal de tutoriels à ça. Donc, je vous conseille de regarder les tutoriels sur TensorFlow, au moins les 6 premiers, parce que je décris ce que sont ces réseaux convolutifs et les quelques problèmes qu'il y a à régler pour faire, par exemple, ce genre de choses. Donc, je vais vous donner bien sûr l'architecture de ce réseau et il va falloir juste avant construire le dataset, c'est-à-dire la base de données d'apprentissage. Bien sûr, pour cet exercice, je pourrais prendre comme base d'entraînement la base MNIST que j'ai utilisée dans ces tutoriels. Là, je vais reconstruire une base avec des caractères d'imprimerie, parce que j'aimerais aussi vous montrer comment utiliser avec certaines fonctions, comment écrire du texte dans une image à partir de fichiers TTF qui sont donc des fichiers de fonte. Alors, on peut récupérer bien sûr des fichiers de conf, ils ont des fichiers de fonte, pardon, ils ont cette extension. Et avec une librairie qui s'appelle Pillow, donc juste avant il faut faire un pip install Pillow, je vais vous montrer son orthographe exacte, elle est ici. Donc il faut juste installer cette librairie. Et avec cette librairie, on va pouvoir écrire du texte dans une image avec cette fonte. Donc voilà un petit exemple. Donc ici, j'ai un certain nombre de choses à importer. Donc ça, c'est ça que vous allez voir une fois que vous aurez installer cette librairie. Donc ici je crée, alors je vais écrire en fait les chiffres de 1 à 9 dans une image. Donc ici je crée une image qui va être vierge et qui va avoir cette géométrie, une image 28-28, une petite image. Je vais spécifier ici le fichier de fonte que je veux utiliser et je vais dire quelle est la hauteur des caractères que je vais utiliser. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir, avec ceci, écrire du texte à cette coordonnée. Le texte qui est, que j'ai formaté ici, avec la fonte donc, que j'ai récupérée ici. Donc là, j'écris le texte que je viens de lui donner dans la fonte que je viens de préciser. Et ensuite, on va faire un image show. Donc voilà comment écrire tout simplement du texte dans une image avec une fonte donnée. Donc on va regarder ce que ça donne. C'est un petit peu lent. J'ai mon serveur distant qui est difficilement accessible, mais ça marche. Voilà, donc là on voit la fonte qui s'affiche. Et donc moi ce que je vais vouloir c'est générer avec différentes fontes que je vais récupérer sur mon système. Là je suis sur un Linux, donc dans de mémoire USR ShareFont il y a pas mal de fichiers. Je ne vais pas tous les utiliser parce que toutes les fontes n'ont pas des chiffres. Des fois on n'a rien du tout, des fois il y a un carré à la place. Donc faites attention, ne mettez pas tout le répertoire de fontes. Voilà, donc je vais pouvoir générer mon dataset, donc ma base de données d'entraînement. Donc ça c'est mon fichier d'entraînement, je vais le décrire après. Voilà, donc je vais aller
récupérer tous les fichiers de fonte dans ces deux répertoires. Donc faites attention, selon le système d'exploitation sur lequel vous êtes, il faudra peut-être spécifier d'autres répertoires et vérifier aussi que toutes les fontes aient bien des chiffres, ce n'est pas toujours le cas. Donc je vais en générer pas mal et ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas mettre le chiffre toujours, je vais pas le mettre toujours au même endroit. Il n'aura pas toujours exactement la même taille. Donc si on revoit ce que j'ai vu, ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc par exemple tout à l'heure, ici j'ai spécifié avec cette commande le fichier fonte. Donc c'est ce qu'on a ici. En deuxième paramètre, j'avais la hauteur de la fonte. Donc là, déjà, j'utilise un nombre random, donc il va être entre 6 et 32. Ça, c'est une partie c'est une fonction de la librairie NumPy qui me donne un chiffre dans un intervalle que je lui donne, hein, randint. Donc là, je vais avoir une fonte qui sera entre 26 et 32 de hauteur. Ensuite, je vais écrire mon texte, et là, c'est pareil, lorsque je donne les coordonnées, le chiffre ne sera pas toujours écrit au même endroit. J'essaye de varier un petit peu. Donc le X, la première coordonnée, va être entre 1 et 10 et le Y va être entre -4 et 0. Donc là c'est pareil, ça me permet de varier un petit peu ma base de données. Et je vais faire une dernière modification. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire appel à une fonction modifimage ici, qui est une fonction qui ajoute du bruit. On va aller voir cette fonction, elle est tout en haut. Voilà, elle est toute simple. Alors, je génère des nombres avec une loi normale, toujours avec random. Je vais vous montrer dans un moment ce que ça donne. Je vais faire un petit copier-coller. Si on est au-dessus d'un certain seuil, alors je mets le pixel à 255, donc sa valeur max. Si je suis au-dessous d'un certain seuil, en fait du même seuil mais en négatif, je vais mettre le pixel à 0. Alors juste pour vous montrer ce que donne cette fonction ici, on va le faire en direct. Import numpy as np. Donc voilà ce que ça donne. Donc là j'ai un tableau, je lui ai demandé, hop, je vais monter, je lui ai demandé un tableau 28-28 et il va me remplir ce tableau 28-28 avec une loi normale. Donc ici je lui donne l'espérance et la variance et voilà ce que j'obtiens. Donc si je suis au-dessous d'un certain nombre, je vais ajouter du bruit. Si je suis en dessous, je vais mettre un pixel noir. On va regarder ce que ça donne. Donc Python 3 train.py. Donc là, on lit la première fonte. Il y en a pas mal. Et voilà ce que ça donne. Donc là, on reconnaît le 1, dont la hauteur est à peu près aléatoire et dont les coordonnées sont à peu près aléatoires. Et là, bon, sur ce coup-là, il y a beaucoup de bruit. Donc là aussi, le bruit est un peu aléatoire. Je vais aller voir l'image suivante. J'attends, au début, ça rame toujours un peu. Et voilà, donc on voit que le 1 n'est pas toujours au même endroit, n'est pas toujours aussi grand. Et donc avec ça, je génère des centaines et des centaines de chiffres pour entraîner mon réseau de neurones. Mon réseau de neurones, lui, est relativement simple. Son architecture est très simple. Elle est plus simple que l'architecture que j'avais utilisée pour la base MNIST parce que comme on a affaire à des chiffres, à des caractères d'imprimerie, ils sont beaucoup plus carrés, beaucoup plus propres et beaucoup moins divers qu'une écriture manuscrite. Donc la géométrie va être très simple. Il y a juste deux couches de convolution, une avec 64 cartes de caractéristiques, une avec 128. Je mets une couche de maxpool et je mets une couche complètement connectée et ça suffit largement pour reconnaître des caractères d'imprimerie. Et donc ensuite, j'entraîne mon réseau. Alors là, je l'ai entraîné, j'ai fait 100 cycles d'entraînement. C'est largement suffisant pour avoir de très bons résultats. Voilà, donc le réseau a été entraîné, il reconnaît les chiffres relativement bien, donc il n'y a pas de souci, on va pouvoir l'utiliser.
Maintenant que j'ai lu tous les chiffres et que je les ai, je vais dire, décodés, je vais pouvoir donner tout ça à la fonction qui va me donner la solution de mon Sudoku. Donc comme je l'ai dit sur la première partie, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc j'ai récupéré une fonction toute faite, on en trouve plein sur internet. Malheureusement, j'ai pas réussi, j'ai utilisé cette fonction et j'ai pas réussi à trouver l'auteur parce que j'aurais aimé le citer là dans la vidéo, même si c'est une fonction relativement classique qui a sûrement été écrite des centaines de fois, mais tout de même, j'aurais aimé citer son auteur dans la vidéo. Je n'ai pas retrouvé ça dans mon historique. Si je retombe dessus, je mettrai la description, je mettrai pardon, son nom, au moins son mail ou un lien dans la description de la vidéo. Donc ce qu'il faut, c'est donner à cette fonction donc les chiffres, et quand il y a une case qui est vide, il faut donner un 0 puisque il n'y a pas de 0 dans le jeu de Sudoku. Donc il faut lui donner des zéros à la place des cases vides et les bons chiffres, et elle nous renvoie une série de chiffres qui est la solution. Voilà, donc je vais récupérer les différentes cases. Donc ici, je vais parcourir Y de 0 à 8. Et ici, X pour calculer les coordonnées des cases. Donc ça, c'est très basique. Une fois que j'ai récupéré ça, je sais localiser mon chiffre dans mon image. Donc je peux donner ça à mon intelligence artificielle, mon petit réseau convolutif, qui me renvoie un résultat. Et j'ai le chiffre donc avec la fonction np.argmax. Ça me permet de générer une variable texte que je vais donner à cette fonction. Donc c'est la fonction Sudoku qui va me renvoyer la solution de cette grille. Donc je formate l'entrée, je récupère tout ça et je vais l'afficher. On va regarder à quoi ça ressemble. Donc Python Sudoku, c'est parti. Je vais récupérer une grille. Donc voilà, je vais afficher la grille. Donc là, elle est détectée et on voit en fond, je vais stopper le programme. Voilà, on voit ici ce que je crée avec l'IA. Donc qui va réussir à lire les différents chiffres et qui va mettre, bon ici j'affiche un point, mais en fait il faut mettre un 0 pour donner la chaîne de caractères à la fonction Sudoku, hein. La fonction de résolution, il faut y mettre des zéros. Ici, j'ai juste affiché un point pour dire la case est vide. Et voilà ce que me renvoie la fonction après résolution. Donc je reçois le résultat sous forme d'un tableau. Et maintenant que j'ai ce tableau, je vais pouvoir tenter de le projeter sur ma grille. Pour faire ça, c'est pas compliqué. Je vais commencer par générer une image noire donc remplie de 0 à la bonne dimension. Donc ça, c'est la taille de ma grille. Et je vais passer sur tout le tableau qui m'a été renvoyé par ma fonction de résolution de Sudoku, qui est ici. Donc je vais passer sur tous les éléments et je vais écrire le texte dans, donc juste le chiffre en fait, dans cette image ici qui est noire. Et maintenant, il va falloir que je fasse la transformation inverse. La dernière fois, après avoir récupéré ma grille, après l'avoir localisée, j'avais fait des calculs, j'avais fait des corrections de perspective. Il va falloir faire exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Alors, ce qui est bien, c'est que les points, je les ai déjà. Dans la première partie du tutoriel, ici, j'avais récupéré les points qui m'étaient donnés par la fonction approxpoly. Donc j'avais un polygone avec 4 points. Alors il a fallu que je remette un peu d'ordre dans ces points, mais ces points, je les ai, ces deux séries de points, je les ai, avant déformation PTS1 et après déformation PTS2, ce qui m'a permis d'avoir la matrice de déformation. Et bien ces points ici sont exactement les mêmes, sauf que cette fois-ci, je vais faire la transformation inverse. Donc je vais lui donner d'abord PTS2 et ensuite PTS1 et je vais avoir une nouvelle matrice de déformation. Maintenant que j'ai cette matrice, je peux la donner donc
à ma fonction de calcul de perspective en lui donnant cette fois-ci une taille d'image qui correspond à la frame, donc à ce qui m'est donné par ma webcam. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir, donc à partir de cette image, fabriquer un masque avec la fonction threshold. Donc là, je peux mettre un seuil relativement bas. Donc je vais fabriquer un masque que je vais appliquer ici à mon fond. Et je vais appliquer l'inverse de ce masque à ma frame, donc à l'image qui provient de ma caméra. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir ajouter les deux images. Et en ajoutant les deux images, normalement, par incrustation, je vais mettre les chiffres, le résultat de la grille sur mon image. On va regarder ce que ça donne. Python sudoku, c'est parti. Je devrais être plus très loin du résultat, normalement. Donc je vais afficher ma feuille. Voilà, donc on voit le résultat apparaître. Alors, ça rame un peu, c'est normal. L'IA prend un peu de temps pour faire son calcul, mais on va voir comment améliorer ça. Ce que je vais faire, c'est juste ajouter un flag, donc une variable qui va être à 0, sauf si je trouve un résultat. Et à partir du moment où je trouve un résultat, et donc que je le projette sur mon image, si tant que j'ai une grille, tant que je détecte une grille, je ne refais pas le calcul. Donc, je vais avoir mon flag au début qui va être à 0, qui restera à 0 tout le temps, sauf lorsque je vais calculer un résultat, lorsque j'aurai un résultat qui sera bon, mais il repassera à 0 si jamais je ne trouve pas de grille. Ce que je fais ici, donc là, je regarde si il y a bien sur mon image une grille. Et on va aller voir le else, voilà. Else flag égale 0. Donc si je ne détecte plus de grille, alors je remets le flag à 0. On va regarder ce que ça donne. De suite. Là, ça devrait être beaucoup plus rapide dès que j'ai détecté quelque chose. Alors, c'est parti. On va regarder ce que ça donne. Et voilà. Et là, c'est plutôt pas mal. Du coup, maintenant, c'est bien rapide. Hop, voilà. La grille est détectée. On reste sur le truc. On voit que la fonction de correction des perspectives marche plutôt bien. Je vais juste lui donner deux autres grilles. Mais normalement, il ne doit pas y avoir de souci. Hop, voilà le résultat ici. Et ça marche pas trop mal. Voilà, donc vous voyez, cet exercice n'est pas très difficile. Bien sûr, on pourrait encore améliorer le programme, par exemple l'entraîner avec les chiffres de la base MNIST. Comme ça, je pourrais compléter à la main ma grille et mes chiffres manuscrits seraient reconnus. Je pourrais ajouter un mode, par exemple, qui me donne une seule case au lieu de me donner toute la solution. Donc on peut facilement compléter ce programme. Mais l'objectif est plutôt atteint et la fonction marche pas trop mal, elle est plutôt rapide. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo va vous aider dans votre progression dans OpenCV et TensorFlow. Comme toujours, je laisse le code à disposition sur mon GitHub. N'hésitez pas à faire des commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais. Et en espérant vous revoir bientôt sur ma chaîne, je vous dis à bientôt.